Bon, c'est là. Ok, donc ce que je vais parler aujourd'hui, d'abord faire quelques rappels sur comment on couple nos modèles océan-atmosphère, un peu l'aspect théorique et la réalité de ce qui se passe dans les modèles, qui peut être assez différent. Et puis après, on va passer à comment on arrive à quantifier l'erreur du schéma en temps avec une méthode qui est consistante mathématiquement, qui est la méthode de Schwarz. On va regarder ça de façon un peu académique sur les termes de tendance. Ensuite, je regarderai un peu ce qui se passe sur des expériences courtes, quoi. Est-ce que ça a vraiment un impact sur les résultats du modèle? Et puis ensuite, on fera quelques perspectives. Alors, donc la théorie et la réalité sur le couplage dans les modèles. Euh, En mécanique des fluides, quand on a, euh, quand on a deux milieux à coupler, donc en haut j'ai mis l'atmosphère avec ses variables d'état qui sont la température, l'humidité, le vent et puis d'autres. Et en bas vous avez l'océan avec des variables d'état qui sont température, salinité, la vitesse du courant, etc. Et une interface entre les deux. En théorie, coupler deux systèmes comme ça veut dire qu'on assure la continuité à l'interface, la continuité des variables d'état et de leurs dérivés. Et la continuité des dérivés, en fait, ça va assurer que le flux de chaleur, le flux d'eau, le flux de quantité de mouvement, il est transmis entre les deux milieux. Voilà, ça c'est la théorie et on ne sait pas du tout faire ça comme ça dans les modèles, simplement parce que, en particulier proche de l'interface, les échelles de la turbulence fait qu'il y a des couches extrêmement fines avec des gradients extrêmement forts dans ces couches-là et qu'on ne peut absolument pas représenter ça dans aucun des modèles océaniques, même dans des LES ou des choses comme ça. Alors dans la réalité, les modèles, ils ont des discrétisations avec des profils discontinus et le modèle assure absolument pas le raccord ici. À l'interface, on va avoir des bulk formulas, des trucs, des paramétrisations un peu affreuses et des choses comme ça. Alors autant dans l'image précédente, il y avait une espèce de symétrie entre l'océan et l'atmosphère, autant dans la réalité des modèles couplés, en fait, on va avoir une dissymétrie. L'océan va prendre en charge le calcul des variables d'état à l'interface. C'est lui qui va calculer la température, qui va fournir une température de surface. Alors une température de surface, en général, ce qu'on a dans le modèle, c'est une température au premier niveau, donc à 50 cm, voire 5 mètres ou plus profond. Donc déjà, on n'a pas la variable en surface, d'où la discontinuité. Et le modèle atmosphère va fournir les flux. Donc on a vraiment une dissymétrie, un océan qui calcule des valeurs à l'interface, et l'atmosphère qui, lui, en utilisant les variables à l'interface et l'état atmosphérique, va calculer le flux. Donc en haut, je vous ai mis une équation d'évolution de l'atmosphère qui est une fonction de l'état de l'atmosphère et de l'interface, des variables océaniques à l'interface, et l'évolution de l'océan, elle en bas, elle est fonction de l'état de l'océan et des flux à l'interface. Donc ça, c'est un peu comment on fait. Et nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est au schéma en temps qui est derrière ça. Alors, dans IPS-LCM6 et dans la plupart des modèles couplés qu'on connaît, pas tous, mais la plupart, on a un schéma en échange en temps parallèle. C'est-à-dire que à la fin d'un pas de temps, vous avez l'atmosphère et l'océan qui tournent en parallèle, chacun sur son lot de processeurs éventuellement. Et à la fin d'un pas de temps, l'atmosphère envoie les flux, il envoie la moyenne des flux sur le pas de temps précédent, et l'océan envoie les variables d'interface, température, fraction de glace, etc. Et les deux modèles peuvent continuer. Donc en fait, ce qu'on voit là-haut, c'est que l'évolution de l'atmosphère, elle est fonction de l'état de l'atmosphère et des variables d'interface au pas de temps précédent. Donc on a typiquement un espèce de schéma avant d'ordre réduit, comme tout le monde sait. Et l'atmosphère, l'océan, lui, va calculer son évolution en fonction des variables océaniques et des flux de chaleur, de précipitation, de quantité de mouvement au pas de temps précédent. Donc toujours un schéma avant complètement symétrique entre les deux modèles. On a un certain nombre de modèles dont on reparlera qui ont un schéma un peu différent.
c'est-à-dire qu'à la fin d'un à la fin d'un pas de temps de couplage, l'océan envoie les variables de surface, et là, l'atmosphère tourne tout seul. Il calcule donc, il calcule son évolution temporelle et donc il peut calculer des flux. Et une fois qu'il a fini, il envoie les flux à l'océan qui peut aller à son tour faire son pas de temps de couplage. Donc là, on a vraiment une perte complète du parallélisme et donc ce que j'ai appelé le séquentiel atmosphère first, l'atmosphère qui tourne d'abord, calcule les flux, et c'est donc cette fois-ci, l'océan il tourne avec des flux qui sont des flux qui sont les flux du pas de temps, pas celui du pas de temps précédent. Par contre, l'atmosphère, elle, tourne avec des variables à l'interface qui sont celles du pas de temps précédent. Alors en fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans les modèles qu'utilise Oasis, on repère que le schéma parallèle, il est utilisé à l'IPSL, au CNRM, il est utilisé par ICEARTH, par le MPI, par AdGem, il est assez classique. Et le séquentiel atmosphère first, il est utilisé à l'ECMWF, avec eux un modèle de vague à l'interface, et puis par les Canadiens dans une version un petit peu différente. Alors ce qu'on voit dans ce schéma, si on écrit l'évolution de l'océan pendant un pas de temps de couplage, c'est-à-dire entre T et delta T, c'est un truc qui dépend de l'état de l'océan tel qu'il évolue, et puis des flux calculés par l'atmosphère au pas de temps précédent de couplage, et pour calculer ces flux, l'atmosphère a utilisé les variables océaniques du pas de temps encore précédent. Donc on voit cette inconsistance entre les différents pas de temps, une espèce de retard des conditions limites par rapport au modèle qui court, et donc une espèce d'inconsistance, une forme d'inconsistance mathématique, et un schéma avant du premier ordre qui n'est pas forcément terrible. Alors, il peut y avoir des différences entre les différents modèles, mais je ne connais pas de modèle qui utilise un système synchrone avec quelque chose de mathématiquement consistant entre les différents modèles. On peut voir le modèle américain un peu plus précis, parce qu'eux, ils ont un système implicite, mais seulement pour la diffusion verticale, donc pas pour tout le modèle. C'est juste une partie du modèle qui est un peu mieux synchronisée. Alors, un petit peu d'histoire quand même. D'où ça vient, ça? En fait, depuis les origines du modèle jusqu'à IPSL CM5, on couplait une fois par jour. Et donc, on appliquait ce genre de schéma parallèle, schéma avant, un cycle annuel découpé en 360. C'est ce qu'on voit en bas à gauche. On voit l'évolution de l'insolation. Alors, j'ai pris à l'équateur, histoire qu'on ait deux pics pour avoir quelque chose de presque compliqué. Mais on voit que découpé en 360, on représente très très bien ce qui se passe et l'évolution de l'insolation est assez faible. Si on regarde à droite l'évolution dans un système avec un pas de temps d'1h30, comme on a dans IPSL CM6, donc ça c'est l'insolation durant une journée, à 15 nord pendant l'été. En marron, vous avez le flux solaire tel qu'il est vu par l'atmosphère. Et puis derrière, l'océan, lui, il est toujours en retard. Il voit le flux solaire et donc tous les flux avec 1h30 de retard. Et autant quand on avait un 360e de retard, ça pouvait se justifier. Autant quand on a, comme là on a 16 pas de temps, on a un 16e de retard, c'est un peu bizarre. Alors on a essayé de regarder ça un peu, quantifier ça grâce à une méthode de Schwartz, qui est une méthode itérative qui permet de récupérer la consistance mathématique. Alors ça c'est un peu compliqué. Donc vous avez le modèle d'atmosphère et d'océan qui tourne pendant un pas de temps de couplage. À la fin du pas de temps de couplage, on a des flux, on a des variables de surface, et au lieu de passer au pas de temps précédent, on recommence le pas de temps de couplage, donc avec les mêmes conditions initiales, mais avec une nouvelle version du flux, qui lui maintenant est un flux alors qui est calculé cette fois-ci avec pour la bonne période de temps, mais quand même avec des variables océaniques du coup précédent. Donc on va recommencer jusqu'à ce que les variables de flux et d'interface soient stabilisées. Donc si vous voulez un schéma de Schwartz par rapport au schéma avant précédent, c'est un schéma prédicteur-correcteur, et je dirais même un schéma prédicteur-correcteur, correcteur, 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 etc. jusqu'à convergence. Voilà. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin,
l'évolution de votre océan, elle est parfaitement cohérente. On a resynchronisé les composantes, c'est-à-dire que l'océan, il calcule son évolution en utilisant des variables atmosphériques, les flux atmosphériques pour la bonne période de temps. Donc cette fois-ci, on a complètement resynchronisé nos deux modèles. On a resynchronisé les conditions d'interface, les flux et les variables de surface avec l'évolution des modèles. Donc on est mathématiquement consistant. Alors par contre, ça coûte très très cher parce qu'on itère sur les modèles complets. Donc on fait tourner, pour chaque pas de temps, on fait tourner une fois, deux fois, 10 fois les modèles. Donc ça, c'est une méthode très très chère qui n'est pas utilisable pour des runs réels. Je me vois mal essayer de vous convaincre qu'il faut utiliser ça pour faire des runs. Mais par contre, on a une méthode de référence mathématiquement consistante et on va essayer de comparer comment ça se passe dans les modèles par rapport à comparer la méthode habituelle qu'on utilise depuis bientôt 30 ans avec la méthode de Schwartz de référence. Donc pour ça, on a implémenté Schwartz dans une version du modèle de l'IPSL. Alors c'est une version à basse résolution parce que comme on a une méthode qui coûte très très cher, on n'est quand même pas monté en résolution. Donc c'est ce qui correspond à résolution d'IPSL CM5, un Orca 2 et puis une atmosphère 96, 95, 39. On a un modèle de sol simplifié parce qu'il a fallu implémenter une méthode de Schwartz dans LMDZ, dans Nemo. On n'a pas réussi, malgré le travail énorme de Sébastien là-dessus, à mettre ça dans Orchidée. Donc on est resté avec le bucket, ce qui nous a demandé un petit peu de réglage. Ça fait pas un modèle qui est très bon, mais pour ce qu'on veut faire, c'est pas très grave. Et puis contrairement à la version IPSL CM5, on a utilisé LIM3 en monocatégorie parce que les gens qui connaissent le code de LIM2 comprendront qu'on n'a pas eu le courage de mettre les mains dans le cambouis et dans sa boucle temporelle. Et donc pour évaluer les choses, on a fait 6 expériences. Une avec le schéma parallèle classique, une avec le schéma séquentiel Atmosphere First parce qu'on voulait l'étudier, et puis une avec un schéma où c'est l'océan qui part d'abord, qui est une méthode qui est utilisée par personne, mais qui nous donnait l'occasion d'utiliser. Et puis chaque expérience est faite 2 fois, une fois avec un pas de temps de 1 heure et l'autre fois avec un pas de temps de 4 heures. Voilà. Alors c'est des runs très chers, donc très courts, hein. On fait des runs de 5 jours. Et puis on fait 50 itérations pour être à peu près sûr qu'on n'a pas de problème de convergence, que la méthode de Schwartz va converger sur tous les points de la planète. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ça, c'est un point pris au hasard. Donc, c'est la température de surface, la SST, pour un point pris au hasard sur le globe, pour un des pas de temps du modèle. Donc ça, c'est pas l'évolution en pas de temps, c'est l'évolution de la température en fonction des itérations. Donc le point jaune, c'est le pas de temps qui à la fin la valeur de SST à la fin d'un pas de temps de couplage. Ensuite, vous avez une première itération, le point vert, et cette première itération, avec l'implémentation qu'on a de Schwartz, elle donne le résultat que donnerait la méthode parallèle. Donc ça, c'est ce que fait le modèle classique, le point vert. Et ensuite, on voit la correction qu'apporte la méthode de Schwartz. Donc on voit sur ce cas particulier que quasiment la première solution, qui est celle que nous on calcule d'habitude, elle est quasiment fausse à 80%, puisqu'après, la méthode de Schwartz corrige ce truc-là. Et là, on voit qu'elle corrige en finalement assez peu d'itérations. Alors, on peut regarder un peu d'autres points du modèle. Ça, c'est des points un peu pris au hasard dans les différentes simulations. Donc, des points à des latitudes et puis des pas de temps spécifiques. Donc, par exemple, en haut à droite, on voit que le first guess que fait le modèle est presque bon. Schwartz n'a pas apporté de grosses corrections et puis on voit qu'il y a une petite oscillation derrière, mais qui est extrêmement faible. En haut à gauche, pardon, la correction est assez faible, elle n'est pas très importante. Mais dans les deux figures du bas, on voit que la méthode de Schwartz corrige la tendance sur la température, l'évolution de la température de façon très importante. Alors ce qu'on peut faire, c'est quantifier un peu plus, puisqu'en fait, quand on regarde cette évolution, on a le saut initial, qu'est-ce que fait le modèle classique, le pas de temps parallèle classique,
Et puis, on a une correction. Le truc bleu étant la solution que j'appelle correcte de référence, puisque le schéma de Schwartz, on considère qu'il est mathématiquement consistant, il est bien meilleur. Donc, on peut calculer une erreur, qui est en fait la correction sur la correction qu'on apporte par rapport au saut de solution initiale. Et donc, on va essayer de regarder un peu assez globalement comment se comporte cette erreur. Alors pour ça, j'ai fait des histogrammes. Donc à gauche, vous avez, alors bon, ici il n'y a pas les points de glace. La convergence est mauvaise sur les points de glace et on a un peu de mal à faire une théorie de Schwartz sur un milieu à trois, enfin sur un couplage à trois milieux. Donc on s'est concentré sur la partie océan-atmosphère seule. Donc vous avez à peu près dans LMDZ 4700 points de mer. Dans le cas delta t égale 1 heure, vous avez 120 pas de temps. Donc vous avez 562 000 cas de couplage point à point qu'on peut étudier. Donc c'est un peu, on fait des statistiques sur ces cas-là. Donc pour chacun de ces cas, le modèle fait 50 itérations et on peut regarder comment il se comporte. Voilà. Alors, ce que vous avez à gauche, c'est le pourcentage de points pour lequel l'erreur est, on va dire, négligeable, c'est-à-dire qu'elle est inférieure à 1%. Et ce qu'on voit en fait, c'est que le schéma atmosphère first, avec un pas de temps d'une heure, il fait assez peu d'erreurs, c'est-à-dire que presque 90% des points, l'erreur du schéma atmosphère first par rapport à la référence de Schwartz est inférieure à 1%, donc c'est plutôt un beau schéma. L'océan first, il est un petit peu moins bon, mais c'est pas mal. Et puis, par contre, le schéma parallèle, il y a 15% des points qui sont dans ce cas-là. Et puis, vous avez quand même presque 40% des points pour lesquels l'erreur est entre 1 et 10%. Et puis après, vous avez un certain nombre de points avec une erreur. Ici, vous avez quand même 15% de points avec une erreur qui est supérieure à 1, une erreur qui est supérieure à 100%. Le schéma calcule n'importe quoi. Alors avec pas de temps à 4 heures, on retrouve cette hiérarchie, mais avec bien sûr des erreurs plus importantes. C'est assez normal que les pas de temps plus longs donnent des erreurs plus importantes. Donc là, on a plutôt une pas très très bonne image du schéma parallèle et le fait que le schéma atmosphère first a l'air quand même bien meilleur. Alors un petit élément, si on calcule l'erreur après 2 itérations, on trouve ce résultat, c'est que pour le pas de temps de 1 heure, le pas de temps de couplage de 1 heure, on a pour les 3 méthodes plus de 98% qui sont dans des erreurs négligeables. Ça veut dire que globalement sur le domaine, à part quelques points, quelques outsiders, le schéma de Schwartz en 2 itérations donne un résultat qui est presque égal à ce qu'il donne à la fin de la convergence. Ça veut dire qu'en fait, il suffit de faire une phase de correction, donc se contenter d'un prédicteur correcteur pour avoir un schéma qui est presque qui donne presque le résultat théorique. Ça, c'est intéressant. Ceci dit, je me vois mal convaincre la communauté qu'il faut faire 2 itérations de Schwartz, doubler le coût du modèle pour toutes ces simulations. C'est quand même, effectivement, même seulement un facteur 2, je pense que vous n'allez pas apprécier énormément. Voilà. Alors, je vois Sophie qui demande pourquoi est-ce que l'erreur est grandement diminuée par la méthode Ocean First aussi. En fait, quand on parle aux gens de Grenoble, les matheux de Grenoble, Éric Bléiot et autres, ils présentent la méthode où il y a un des modèles qui tourne d'abord comme une espèce de méthode de Schwartz où on aurait fait une itération et demie. Mathématiquement, dans la plupart des études théoriques, on constate que si on fait tourner 2 modèles l'un après l'autre plutôt que en parallèle, on réduit l'erreur, quel que soit le modèle qui tourne en premier. Après, en faisant tourner l'atmosphère first, on trouve un résultat un peu meilleur, mais effectivement, Mais après, c'est un peu contradictoire à ce que je vais dire par la suite, parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé comment se comportait l'erreur en fonction de l'heure de la journée.
Donc j'ai ramené chaque point à son heure locale. Et puis j'ai fait un histogramme. Donc on voit un cycle très très marqué de l'erreur. Donc en violet foncé, on voit qu'il y a un peu après le lever du soleil, près de 60% des points qui ont une erreur supérieure à 1. Donc après le lever du soleil, le calcul du schéma parallèle, ici, le schéma parallèle avec le pas de temps lunaire est très très faux. L'erreur diminue à midi. Donc en fait, c'est assez, on le comprend bien dans le schéma, c'est-à-dire que l'océan voit le soleil avec une heure de retard à cause de ces histoires de flux qui arrivent trop tard. Donc il se met à chauffer plus tard et plus fort. Et après, vous avez de nouveau des erreurs, puisque quand ça refroidit en fin de journée, l'océan, il voit ça avec un retard. Donc on voit que en foncé, j'ai mis les erreurs supérieures à 1, les erreurs supérieures à 0,5 et puis après les erreurs supérieures. Donc on voit que un peu après le lever du soleil, un peu avant le coucher du soleil, le schéma parallèle fait des erreurs qui sont vraiment très 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 marquées. Donc ça, je rappelle, c'est l'erreur sur le terme de tendance de SST pendant un pas de temps de couplage. Sachant qu'en fait, on le verra après, les erreurs changent de signe, donc ça ne s'accumule pas forcément sur la SST. Voilà. Euh, alors, je vais donner des premières conclusions. Donc, les schémas actuels utilisés dans les hors système modèles sont mathématiquement inconsistants. C'est globalement des schémas du premier ordre de mauvaise qualité. Donc, on a implémenté une méthode itérative de Schwartz dans le modèle IPSL qui est mathématiquement consistante. Alors, je signale aussi qu'on a implémenté cette méthode dans la version 1D du modèle du CNRM. Donc, il y a un certain nombre de choses plus théoriques qui ont été faites sur le cycle diurne et l'ajustement du cycle diurne de Schwartz qui ont été faites avec ce modèle-là qui sont intéressantes. Et donc, on peut utiliser cette méthode de Schwartz itérative comme une référence pour quantifier l'erreur. Et on trouve des erreurs assez fortes. Et on trouve cette conclusion, c'est qu'avec, sur des pas de temps pas trop forts, 2 itérations permettent d'annuler à peu près l'erreur. Voilà. Et une des conclusions importantes aussi, c'est que le schéma séquentiel atmosphère first a des erreurs plus faibles. Par contre, je rappelle, on perd un niveau de parallélisme puisqu'on fait tourner les modèles l'un après l'autre plutôt que parallèlement. Donc au minimum, on va doubler le temps de restitution pour un atmosphère first. Donc c'est pas forcément facile pour nous. Voilà, alors tout ça a été publié dans un article dans GMD. Et par contre, ce que j'ai pas encore publié, c'est de regarder ce qui se passe dans des simulations. Donc en fait, on va regarder l'impact pour des raisons de calcul sur des expériences un peu courtes pour l'instant. Alors j'ai 2 trucs à l'envers, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça s'est retourné. Donc on va faire 4 expériences. Donc c'est des expériences courtes de 2 ans. Par contre, il y a 50 membres, donc on va pouvoir faire un peu des stats qui sont obtenus en faisant une petite perturbation sur la SST, l'ordre de 0,1 degré aléatoire sur la SST sur l'état initial. Et on a testé donc le schéma parallèle classique, Schwartz avec 5 et 2 itérations, pour voir s'il y a un peu des différences. Et puis le séquentiel avec l'atmosphère d'abord qui nous intéresse aussi. Voilà. Alors ça, c'est une... Non, ça c'est pas ça que je sais pas pourquoi elle est là, cette figure. Voilà, ça c'est une carte de différence entre la température calculée avec la méthode de Schwartz et puis par le cas parallèle. Alors c'est un peu excessif comme carte, c'est-à-dire que pour chaque point de la carte, j'ai pris le mois, sur les 24 mois de la simu, j'ai pris le mois où la différence était maximum, juste pour identifier les régions qui étaient les plus affectées par le changement de pas de temps temporel entre l'océan et l'atmosphère. Et on voit quand même des différences qui atteignent quand même à peu près le degré sur des grandes zones pour certains mois. Donc voilà, on a ces erreurs-là. Et donc je me suis servi de cette carte pour définir des grandes boîtes pour regarder un peu le comportement. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution
des 4 simulations sur les boîtes, avec le nom des boîtes. J'ai enlevé la moyenne de toutes les expériences, hein, parce que sinon on ne voyait pas très bien. On avait le cycle saisonnier dans les pieds qui était... Et donc vous avez en bleu ici la version parallèle, donc le schéma standard de IPSL CM6. Et puis les ombres, il y a dans les ombres, vous avez, il y a normalement deux épaisseurs, et vous avez à peu près 80% je crois c'est 80% des simus pour voir si la distribution des résultats. Donc ce qu'on voit ici, c'est que dans toutes les boîtes, les deux expériences de Schwartz avec 2 et 5 itérations, donc les deux Schwartz, c'est la marron et la grise, et puis la méthode Atmosphere First donne des résultats qui sont assez proches et de façon générale dans la distribution, pas significativement différents, sauf peut-être ici, dans quelques endroits, quelques périodes de l'année. Et par contre, la méthode parallèle, elle est complètement une outsider. Elle est significativement différente. C'est-à-dire que ces erreurs qu'on a sur la tendance de température, qui peuvent éventuellement s'annuler un peu sur une journée, elles ont quand même un effet sur l'état moyen de l'océan assez net. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en général, cette différence est marquée pendant les périodes d'été. C'est-à-dire que cet aspect en forçage par l'insolation, c'est plus le forçage est fort, donc on voit ça sur le cycle diurne, mais on voit ça sur le cycle saisonnier. Donc à peu près dans toutes les boîtes, la différence est significative et elle est très significative l'été. Donc on a vraiment deux méthodes qui donnent des résultats, je dirais, un peu inquiétants. Alors ça, c'est des expériences courtes. On a commencé, j'ai pas encore eu beaucoup de temps de regarder les résultats. Donc ce qu'on conclut de l'expérience, de cette expérience-là, c'est que le schéma Atmosphere First, il a l'air quand même meilleur, plus précis que le schéma parallèle. Alors, donc ce qu'on a pu faire, donc bon, Schwartz c'est très lourd à implémenter, ça a été un très gros boulot, donc on peut pas comme ça envisager de l'implémenter dans toutes les versions d'IPSL CM6 ou de CNRM, etc. Mais par contre, on peut tester assez facilement, juste en changeant deux paramètres dans la namelist d'Oasis, un schéma parallèle qu'on a actuellement contre un schéma Atmosphere First. Donc j'ai lancé des simus un peu longues avec un schéma Atmosphere First, et Aurore de son côté l'a fait avec CNRM CM6. Alors moi j'ai pas eu le temps d'extraire les résultats, mais en bas vous avez une carte de différence entre les deux méthodes faites pour CNRM CM6. Alors c'est nettement moins marqué qu'avec cette version du basse résolution que j'ai utilisé avec Schwartz, mais on a quand même dans les régions du Pacifique Nord en particulier des différences assez marquées. Bon, pour l'instant, c'est des résultats un peu préliminaires, il faut falloir qu'on regarde un peu plus précisément. Et en particulier, moi j'aimerais bien regarder des choses comme est-ce que ça change la variabilité, aller au-delà de l'état moyen, voir si cette méthode de Schwartz, elle change la variabilité. Voilà, donc bon, j'ai repris les conclusions temporaires qu'on avait là-haut, et puis donc cette erreur du schéma, on en retrouve un effet sur des expériences courtes de 2 ans, alors courtes mais avec des ensembles de 50 membres, donc on a 100 ans à chaque fois quand même, hein. Donc ça commence à être très significatif. Et puis on va essayer d'avoir des résultats sur des simulations longues. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? D'abord, il faut qu'on se penche, et ça c'est des choses qui vont être faites avec le modèle 1D au CNRM, et puis un peu théoriquement à Grenoble, les gens de l'INRIA, du LJK, de regarder ce qui se passe en présence de glace de mer. Ce qu'on voit dans les simulations que j'ai faites, c'est que sur la glace de mer, ça converge très lentement. Donc qu'au bout de 50 itérations, c'est pas convergé. C'est pour ça que, comme on n'a pas de solution convergée de référence, on peut pas vraiment regarder l'erreur sur ces zones-là. Et donc il va falloir qu'on trouve des façons de... Alors théoriquement, quand on a 3 milieux, la convergence est plus lente.
qu'il va falloir trouver des méthodes pour faire converger plus vite et regarder ce qui se passe. Voilà, donc une méthode de Schwarz à 2 itérations, ce serait bien, mais c'est clairement, je pense, pas acceptable pour les gens, et les gens qui calculent, et peut-être bien pour les gens qui nous payent le calcul. On pourrait utiliser une méthode séquentielle atmosphère first. Alors il y a 2 soucis. Bon, d'abord, on augmente le temps de restitution du modèle, hein, parce que les modèles tournent l'un après l'autre. Et puis après, on a quand même un gros souci. Les modèles, chez nous, ils tournent sur des lots de processeurs différents. Et le modèle d'océan et d'atmosphère ne tourne pas sur le même nombre de processeurs. Donc si on voulait... donc là, tel que j'ai utilisé Atmosphere First dans le modèle continue à tourner sur des lots de processeurs différents. Et puis il y a toute une partie des procs qui se tournent les pouces en attendant que l'autre est calculé. Pendant qu'un modèle ne calcule pas, les procs ne servent à rien. Donc si on ne veut pas gaspiller de la ressource informatique, il faut faire tourner les 2 modèles sur le même lot de processeurs. Donc ça pose un problème de mémoire. Et puis ça veut dire qu'on se limite à celui qui utilise le moins de processeurs. Donc c'est probablement un gros boulot pour des résultats, à mon avis, un modèle qui irait au moins 3 fois moins vite. C'est pas très 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 satisfaisant. Alors il y a peut-être des solutions qui permettraient d'améliorer, qui seraient de faire du Schwarz sur une sous-partie du modèle, faire converger la diffusion verticale entre des modèles et regarder ce qui se passe derrière. C'est des choses que j'ai un peu fait, mais que j'ai pas eu le temps d'étudier. Mais c'est pas forcément très très simple. Et puis l'autre solution qu'on va aborder avec les gens de Grenoble, c'est d'utiliser un peu d'intelligence artificielle. Alors en fait, il s'agirait quand vous avez la méthode de Schwarz, quand vous avez fini, que vous avez fini votre pas de temps, que c'est convergé, vous allez utiliser les conditions de surface de l'océan pour faire tourner l'atmosphère au pas de temps de couplage suivant. Et en fait, c'est une méthode itérative, et comme toutes les méthodes itératives, on arrive à réduire le nombre d'itérations en ayant un first guess de la solution qui soit le plus intelligent possible. Et puisqu'on a un bon résultat avec 2 itérations, on se dit que si on a un first guess différent, on peut essayer de tomber à une itération avec un bon résultat. Donc il s'agirait, à partir des variables des états précédents, d'essayer, avec un peu d'IA, d'essayer de deviner quelle pourrait être la SST pour leur ennemi suivante et faire tourner l'atmosphère avec ça. Ça, c'est des tests qu'on va faire. Est-ce qu'on arrive à faire un réseau de neurones capable d'anticiper de façon à peu près propre une SST avec 1 heure et demie de décalage? Ça peut être intéressant. Par contre, vous voyez que je ne l'ai pas mis sur les flux, parce que là, on a un gros problème sur les flux. Il faut absolument, pour des raisons de conservation, que l'atmosphère et l'océan voient les mêmes flux. Donc on ne peut pas utiliser un first guess des flux pour l'océan, il faut qu'il voit les flux calculés par l'atmosphère. Donc on ne va pas pouvoir aller forcément très très loin avec cette méthode. Voilà, ça c'est les quelques perspectives, mais s'il y a des gens qui ont d'autres idées moins compliquées, je suis très preneur. Voilà, ben moi j'ai fini, je vous laisse la parole. Alors je peux peut-être reprendre le chat avant de... alors il y a l'idée d'augmenter la fréquence de couplage. Alors ça c'est sûr que nos méthodes nos méthodes en temps, elles sont consistantes, c'est-à-dire que quand on réduit le pas de temps, on tend vers la solution exacte. Ouais, ça pose d'autres problèmes. Aujourd'hui, dans IPSL CM6, le pas de temps de couplage, c'est le pas de temps du modèle d'océan. Enfin, c'est le pas de temps du modèle de glace, en tout cas. Donc, si vous voulez coupler un peu plus souvent, il faut calculer plus souvent la glace. Et donc, ça va coûter cher. Donc, ça va faire des augmentations de coûts de calcul assez importantes. Après, l'autre question qu'on se pose, c'est que nous, on utilise des bulks, enfin tout le monde utilise des bulks pour calculer les flux dans l'atmosphère, qui sont des formules qui font une hypothèse un peu de certaines hypothèses de stationnarité. Et si on descend le pas de temps de couplage, on n'est pas sûr que nos bulks soient valables. On n'est pas sûr du contraire non plus, parce que quand on descend en temps, mais comme on a des grosses mailles en espace qui moyennent un peu les choses, peut-être que l'hypothèse de stationnarité vérifie quand même, mais c'est un peu, il y a quelques problèmes théoriques à descendre en pas de temps qu'il faut aborder.
Voilà. Après, il y a une question sur le scaling plus ou moins ad hoc des flux pour corriger. Bah oui, mais après, tu as un problème de conservation. On peut faire une histoire de scaling des températures, des conditions de surface océanique. C'est un peu ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle. Mais pour les flux, c'est hors de question. Il faut que les deux modèles voient les mêmes flux, sinon on perd la conservation. Et après, il y avait la question de Lionel sur combien on perdait. Bah là, si tu veux, on a réglé le nombre de processeurs des modèles pour qu'en parallèle, ils prennent le même temps. Donc si tu passes en atmosphère first, tu perds un facteur 2. Les modèles tournent l'un après l'autre, tout en utilisant les mêmes ressources, un processeur. On diminue pas, on diminue le temps de rendu, mais donc on consomme 2 fois plus de CPU. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Très bien. Merci Olivier. Donc il y a d'autres questions qui arrivent. Donc, je vois Sophie qui demande la parole. Donc vous pouvez continuer dans le chat ou vous pouvez demander la parole avec un point d'exclamation pour que je vous la donne. Vas-y Sophie. Oui, donc il faut quand même, par rapport à cette histoire de coût, il faut quand même dire que on peut continuer à faire on pourrait faire de l'atmosphère first en acceptant un décalage de 2 pas de temps pour les variables qui sont envoyées de l'océan vers l'atmosphère et arriver du coup à tourner quand même les modèles en même temps et du coup ne pas perdre de temps par rapport au throughput de la simulation. Et Bon, alors je peux montrer un schéma, mais bon, c'est peut-être pas besoin d'aller dans la détail technique, mais si on accepte d'avoir un décalage de 2 pas de temps pour les variables, voilà, ben c'est ça. voilà. Alors ça suppose Oui, que non, c'est pas ça. quand on envoie la température d'océan à l'atmosphère, on soit capable ici d'extrapoler avec de l'intelligence artificielle ou autre chose la température non plus un pas de temps à l'avance, mais 2. Et à ce moment-là, on pourrait effectivement utiliser cette méthode. C'est une des pistes que nous, on veut explorer. Oui, mais ça même demande sans d'être capable extrapoler. d'injecter, parce que voilà, ce serait bien. Oui, sinon, Non, sinon même sans utiliser l'intelligence artificielle, tu utilises juste 2 fois la condition de restart pour à la fin pour de démarrer, pour le démarrage. Mais après, quand tu pour tournes le démarrer. modèle, l'atmosphère voit une SST qui est encore plus décalée en temps. Donc, Tout à fait. Mais ça, les Canadiens, ils l'ont implémenté comme ça. Ils oui, oui, acceptent ça et je veux dire, c'est ils pas acceptent ça, impossible. C'est mais juste pour dire que voilà. ils ont pas mis du Schwartz pour mesurer leur erreur. Voilà, donc on peut faire de l'atmosphère first et ne pas perdre en efficacité par rapport au rendu de la simulation si on accepte un décalage de 2 pas de temps. Voilà. Et moi, j'ai toujours ma question sur l'océan first, mais ça, Ouais, j'ai la question aussi. J'étais pas du tout, j'aurais pas imaginé qu'il marchait aussi bien que ça. Et pourtant, il marche pas mal. est-ce que Il y a ça les serait réponses. intéressant du coup de faire des simulations, le même type de simulation longue que tu as faite là, les membres, avec Ocean First aussi pour voir l'erreur? Euh, pour l'instant, j'ai 2 méthodes extrêmes qui sont parallèles et Atmosphere First en termes de résultats, ça me suffit. Mais Mais parce qu'on est après, d'accord que l'Ocean First, ça veut dire que en fait, on s'attendrait à ce qu'on puisse décaler d'un pas de temps les variables qui sont envoyées de l'océan vers l'atmosphère parce que l'océan a plus d'inertie, donc ça change moins vite. Mais dans l'autre sens, c'est un peu étonnant que ça marche aussi. c'est un peu contre-intuitif et je ne sais pas comment l'analyser. Je suis Ok. d'accord. Et puis alors, pour répondre à Marie-Pierre qui dit qu'on pourrait faire de l'atmosphère sort uniquement autour du lever et du coucher du soleil, le problème c'est que c'est compliqué ça. Le lever du soleil, il est pas au même moment pour tous les points du modèle. Je vois pas trop comment organiser ça dans notre système. Il y a toujours un endroit sur le globe où le soleil se lève, comme dans l'empire du soleil levant là. Ah, Donc, non, c'était une idée purement théorique. ouais, bah ouais, mais Juste pour montrer qu'on a été super intéressé par ton séminaire. Mais effectivement, il y a autre chose qui pourrait c'est Pascal qui prend un petit commentaire en passant, c'est que il y a eu aussi les implémentations dans le modèle des warm layers et tout ça qui permettent d'une certaine façon pour la partie atmosphère de recaler une partie du cycle diurne.
et que bon, voilà, il y a aussi des mixtures de choses entre ce qui peut être les couplages eux-mêmes et puis éventuellement certains bouts de paramétrisation à regarder aussi. Oui, Je ne sais plus du tout où on en est dans le genre de conclusion avec ça. Mais... les warm layers, ça reprend une très très vieille idée qui est d'essayer de coupler non pas l'interface océan-atmosphère, mais l'interface océan rapide, océan lent. Il faut qu'on voit un peu avec les gens qui ont fait ça, ce que ça donne et est-ce que c'est une solution intéressante. D'ailleurs, il y a des questions. Donc, Guillaume, si vous voulez les donner directement, il y a effectivement Guillaume Lapierre qui dit est-ce que les erreurs sont liées aux erreurs sur le cycle diurne? Et puis, une autre question de Pascal Terret qui est quelle est la dépendance à la résolution verticale dans l'océan? Près de la surface, bien sûr, cette résolution. Alors, attends. Pour répondre à Pascal, moi je vois des erreurs très très fortes dans IPSL CM5 avec ses 10 mètres de résolution dans l'océan. Et apparemment, quand on utilise CNRM, CM et puis IPSL CM6, les erreurs sont plus faibles. Donc il faut que je réfléchisse à ça. Il est possible que ce soit lié au fait que la résolution verticale dans l'océan est augmentée. Mais il faut que je réfléchisse à ça. Je ne suis pas sûr de savoir faire un diagnostic. Est-ce que je serais capable de diagnostiquer juste ça ou pas? Je ne sais pas. J'aurais tendance à penser que quand on augmente la résolution verticale, on diminue la l'inertie, donc on augmente l'erreur de décalage, mais ça, j'ai pas de. C'est une bonne question. Et alors Guillaume me demande est-ce que les erreurs sont liées aux erreurs sur le cycle diurne? Les erreurs sont liées au cycle diurne. Oui. Je veux Ouais, dire, moi je fais des simulations idéalisées. Si tu n'as pas de cycle diurne, est-ce que tu as des erreurs du même type? Euh, Tu as des erreurs qui sont liées à la vitesse à laquelle vont changer ta SST et tes flux. Dans le cycle, quand tu as du cycle diurne, tes flux solaires et donc tes flux en général varient très très vite. Sur un pas de temps du modèle, il varie vraiment très très vite, donc forcément tu as des erreurs. Si tes flux varient lentement du coup d'une journée à l'autre, ou d'un pas de temps à l'autre, parce que tu n'as pas de cycle diurne, tu vas probablement réduire l'erreur. Si tu veux, on est dans un cas où le pas de temps, on a un cycle diurne qui est découpé en 16 pas de temps. C'est pas beaucoup quand même. C'est un échantillonnage qui est pas énorme. Si toi, tu n'as pas de cycle diurne, tu échantillonnes probablement beaucoup mieux ton évolution temporelle et donc tous tes schémas sont moins faux, probablement. C'est vrai, mais après, il faut relativiser, parce que quand on a mis le cycle diurne, c'est aussi pour d'autres raisons. Donc, à partir du moment. Ah bah non, mais tu as d'autres erreurs. Quand tu n'as pas le cycle diurne, tu as d'autres erreurs. Il y Hein, a ça, c'est sûr que. plein de choses qui n'étaient pas là dans les modèles aussi, et qui fait que maintenant, sans cycle diurne, si on refaisait des flux que sur une journée, c'est pas clair que ça marche. On connaît un peu l'effet de Une vraie Murasil de cycle réflexion. diurne sur l'ENSO, par exemple, dans les études qui ont été faites par Guillardi ou Bernie, là. Donc, ouais, le cycle diurne, ça apporte des choses quand même. Non, on va pas. Je pense pas qu'on va retourner au couplage un jour, parce que là, on va perdre beaucoup d'autres choses. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a plus de. Ah, si, il y a Lionel qui demande la parole. Lionel, vas-y. Dans la perspective que tu as dit de faire, d'utiliser l'intelligence artificielle pour avoir une meilleure estimation du premier, euh, Ouais. de la première valeur. Donc, on n'aurait jamais de vérification que ça a marché en faisant comme ça. On n'aurait jamais de moyen de vérifier que c'était bon, non? J'ai mal compris. Alors, tu as quand même un truc, c'est qu'une fois que ton modèle d'océan a fait le pas de temps en question, tu peux comparer. Parce qu'en fait, si tu fais de l'intelligence artificielle et que tu veux l'utiliser dans des contextes de paléoclimat ou de changement de climat, d'évolution du climat, il faut que le système puisse apprendre en permanence de ce qui se passe. Donc l'idée, ce serait à terme de corriger
le réseau de neurones petit à petit en fonction de l'erreur que tu constates, puisqu'une fois que tu as fini de patenter tout plage, tu as la SST calculée par le modèle d'océan. Donc tu regardes la différence entre SST et puis ce que tu as estimé, ce que tu avais estimé, et tu as une erreur. Donc si tu as une erreur, tu peux faire un peu plus d'apprentissage. Ok. Et en particulier, si tu veux, nous, ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir besoin d'un modèle avec Schwartz pour faire l'apprentissage. Parce que d'abord, on n'a même pas un modèle complet avec Schwartz, on n'a pas nos orchidées. Et puis, Schwartz, c'est l'implémentation, il s'est complètement imbriqué dans les boucles ententes de tous les modèles. Enfin, à maintenir dans nos modèles, si on s'en sert que de temps en temps, c'est pas terrible. Et puis, si on fait de l'apprentissage sur un PD contrôle, eh ben, il n'y a pas de raison qu'il soit valable à l'OCEN ou dans un doublement de CO2 enfin, on ne sait pas. Donc, il faut trouver une solution de ce type-là. Voilà, d'autres questions? Non, bah, je crois que on a épuisé tout le monde. Donc, non, bon, je